tous et merci de marquer votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage des faits et de l'actualité sur la RTV. Et ça se passe les dimanches sur le coup de 11h avec les meilleurs analystes éditorialistes de la presse burkinabé. Ce matin, trois sujets convoqués au débat. Premier sujet, la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso et ses conséquences sociales et économiques. Ce matin, un nouveau bilan qui fixe le nombre de cas à 75 désormais, avec un décès enregistré, et ce qui porte les décès à désormais 4 décès. Le président du Faso a édicté des mesures, en plus des mesures de protection et de préservation. Sont-elles suffisantes? Sont-elles efficaces? Comment faire pour leur strict respect? La prise de conscience citoyenne paraît-elle si difficile? Que dire de la communication autour de la pandémie au Burkina Faso, qu'elle soit institutionnelle, gouvernementale ou simple sensibilisation? On en parle donc ce matin avec nos invités. Deuxième sujet convoqué au débat, les candidatures au niveau du CDP. Finalement, 3 candidatures à la candidature du CDP pour les élections de novembre 2020 au Burkina Faso. Yaya Zoungrana, Idi Kombouibo et Mamadi Kwanda. Reste la validation du président d'honneur du parti, Blaise Compaoré, et l'investiture par le parti. Mais avant cela, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont du CDP. Que de guéguerre et de remise en cause, finalement. Est-ce un problème de leadership ou de démocratie interne? On en parle donc ce matin. Et puis, troisième sujet, la Guinée qui vote ce dimanche pour des élections législatives et un référendum. Malgré les tensions, le scrutin est maintenu. Va-t-on vers un enlisement? Que vaudra les résultats de ces scrutins tant décriés? On en parle tout à l'heure. Et sont venus pour le débat Bourema Ouedraogo, directeur de publication du Reporter. Bonjour Bourema. Bonjour Séné. Et merci de marquer votre présence à Débat de presse. Deuxième invité à Débat de presse ce matin, Dieudonné Zoungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Séné. Merci d'être là pour Débat de presse. Troisième invité, Paul Miki Rwamba de Wada FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Hussein Koundo. Merci d'être là pour le débat. Et enfin, quatrième invité, Xavier Bélémiégré de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour. Et merci à tous d'être là. J'espère qu'on a respecté les mesures de protection, certainement. Chacun a son truc et voilà, on verra. Et donc, c'est pour dire que sur ce plateau également, la distance de 1 mètre est respectée entre les trucs. Et avant d'accéder à ce studio, il y a aussi des mesures de propriété qui sont respectées. Donc, c'est juste pour introduire le premier sujet Dieudonné. On l'a vu depuis environ 2 semaines. Le Burkina Faso vit dans la psychose, la peur, mais aussi à l'heure des mesures de préservation, mais aussi de protection contre le Covid-19 qui a fait son entrée dans le pays. Ce matin, on parle de déjà 75 cas. Comment vous analysez ce fait de l'actualité? C'est le virus à couronne a pris de cours scientifiques et politiques, il faut le dire, et pas seulement en Afrique. Quand vous regardez en Italie aujourd'hui, avec l'offre hospitalière que ce pays a, ils sont dépassés. Bon, aujourd'hui en Afrique, si vous avez suivi ces 96 heures ou ces 72 dernières heures, pratiquement tous les premiers responsables de nombreux pays ont essayé de prendre le taureau par des cornes par la prise de plusieurs mesures. Entre autres, on peut citer, il y a eu d'abord la fermeture des écoles, universités, il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu l'interdiction de se regrouper à plus de 50. Bon, je pense qu'avant-hier, le président du Faso en personne a fait une prestation télévisée où encore il a pris un certain nombre de mesures, dont entre autres la plus emblématique est le couvre-feu qui court désormais de 5 heures, de 19 heures à 5 heures. Donc c'est autant ce qu'on appelle
les mesures de distanciation sociale. C'est-à-dire que c'est les mesures à même, en tout cas, de couper les chaînes de contamination. Parce que c'est ce que font les Européens aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, le confinement, ou vraiment le regroupement en un seul endroit quand vous laissez chez vous, ça permet d'abord à ceux qui sont malades de vraiment de guérir ou en tout cas de ne pas contaminer autre personne et de devenir auto-immune. Et ça permet aussi de ne pas saturer les réseaux hospitaliers. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça. Supposons aujourd'hui, si on a 100 cas critiques, bon, on n'a pas de système ventilatoire pour les respirations. Donc, rien que, même le confinement, si on a 100 cas aujourd'hui pour confiner ces malades-là, ça ne va pas être facile. Je touche du bois. Donc, je pense que les Africains, le Burkina Faso aussi est dans le peloton. On est en train de prendre des mesures. Et je pense que globalement, excepté un peu un retard à l'allumage au début, bon, je crois que quand même les autorités ont pris la mesure de la gravité de cette pandémie. Et globalement, je pense que la crise est bien gérée, mais il faut aussi que les Burkinabés, et là j'insiste dessus, il faut que les populations soient responsables, il faut qu'on soit responsable. La discipline et encore la discipline. Oui, Bourema, il l'a dit, l'allumage au départ a été difficile, mais on l'a vu bien avant qu'on ait enregistré le premier cas de Covid-19 au Burkina. Il y a eu des rencontres, il y a eu même un plan de riposte qui était en gestation si il n'avait pas été déjà adopté. Comment on peut expliquer que, bon, on se laisse parfois surprendre? Est-ce que le simple fait de dire que, bon, la surprise est suffisante pour excuser certains manquements? On ne peut même pas parler de surprise à partir du moment où tout le monde est au courant depuis décembre que le coronavirus a déclenché en Chine. On savait tous que ça allait être difficile qu'on puisse contenir la maladie de l'autre côté sans que ça puisse arriver, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons beaucoup de compatriotes qui vont en Chine. Ne serait-ce que ça seulement, effectivement, ça devrait nous amener effectivement à prendre des dispositions. Quand ensuite la maladie glisse sur le vieux continent, donc en Europe, avec la France, l'Italie et autres qui sont touchés, avec tout ce que nous avons comme effectivement opportunité de déplacement des ressortissants qui vont et qui reviennent, Mouvement de personnes. donc le mouvement de personnes entre ces pays-là et nos pays, il était difficile effectivement qu'un jour on n'ait pas ce cas-là. Donc, du point de vue surprise, je ne crois pas que un décideur politique peut avoir le courage de dire qu'il a été... Mais comment on peut expliquer que il y avait une sorte de pédalage? Mais il y a quand même... Peut-être qu'il ne faut pas accuser seulement nos autorités en disant qu'ils sont toujours en retard sur des grandes questions comme ça, parce que ce n'est pas seulement pour le coronavirus. Quand vous regardez même les épidémies de méningite et autres qu'on a eu l'occasion, qu'on a vécu dans les années passées, on a tous été dépassés par les événements. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est pas... mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont l'excuse, veulent prendre l'excuse du fait que ce n'est pas propre au Burkina. Mais quand on regarde la façon dont nous, on a réagi, effectivement, ça pose problème. Déjà, c'est le plan du dispositif. Quand on met une coordination de réponse à la maladie qui est basée à Ouagadougou, en sachant que le jour où, effectivement, on franchit un peu l'étape de Ouagadougou, ça va être un problème, ça va poser un problème de coordination. Deuxième chose, quand on met un dispositif avec un seul lieu de confinement, qui est le centre de Tengandogo, qui lui-même, effectivement, on n'est même pas sûr que si on atteint, comme disait, de donner la barre de 100 à 200 malades, on pourra tous effectivement les interner dans les centres dédiés à ça. Alors qu'on a une maladie qui s'étend très rapidement, parce que le mode de contamination est tel que, effectivement, ça va très vite. Aujourd'hui, officiellement, on a 75 cas. Mais est-ce que, franchement, on peut dire que ce sont les seuls 75 cas qui sont des cas effectifs au Burkina Faso? Là, c'est tout un débat aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas exactement si on n'a pas plus que ça. D'autant plus que même pour les tests. Voilà, le mécanisme de pouvoir vraiment réellement avoir en temps réel. Parce que là aussi, il faut que les gens, on sorte de la communication, on sort des discours vasseux du genre nous sommes prêts.
au discours concret en disant aux gens le mode de contamination est tel que ça va très vite. Si vous êtes nombreux à être contaminés, on ne pourra rien faire pour vous. C'est ce qui arrive en Italie. Aujourd'hui, ils sont tellement nombreux que le système sanitaire ne peut rien faire, malheureusement, pour la grande majorité. Donc on essaie de prendre le maximum qu'on peut, mais le reste là, effectivement, les gens sont en train de mourir. Ce qui va nous arriver si nous, on prend... Là-bas, on choisit de voir qui doit vivre. Voilà, on choisit qui quand il y a un malade quand vous avez un malade de 40 ans et un malade de 80 ans, on privilégie celui de 40 ans. Est-ce qu'on va attendre d'arriver à cette situation pour commencer à dire aux Burkinabés, tel que nous sommes partis, il faut avoir le courage politique à un moment donné de dire la vérité aux gens et de les mettre devant leurs responsabilités. Qu'aujourd'hui où on en est, si on s'amuse à avoir, comme on appelle, à avoir beaucoup de malades en même temps, il n'y a rien à faire. Le système sanitaire ne pourra qu'être très sélectif. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas qui privilégier et qui laisser, parce que ici, nous avons une population plus ou moins jeune. Et ça, Et contrairement à ce que les gens pensent, que ça n'attrape pas les jeunes, oui. On l'a vu ces dernières contaminations, on a vu il y a que... beaucoup plus de public, en fait, de personnes moins âgées. Il y a des personnes moins âgées. C'est peut-être pour le cas des enfants, comme on dit, pour le cas des enfants, ça semble plus ou moins confirmé. On verra aussi si c'est valable en Afrique, parce qu'en Europe, en tout cas, jusque-là, le cas des enfants semble effectivement être... puisqu'il semble que certains sont des porteurs, ils sont plus des porteurs sains, ils ne développent pas forcément la maladie, mais ils peuvent aussi peut-être contaminer. C'est ça aussi la question de fond. Mais il y avait même que la rumeur que ça n'attrape pas les Africains, que ça n'attrape pas les Noirs. Ça c'est battu en brèche. Ça a été battu en brèche. L'autre élément important qu'il faut que les Burkinabés comprennent, aujourd'hui, on n'est plus au stade où il faut accuser le gouvernement. Chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité. Parce que si tu meurs aujourd'hui, c'est toi qui es mort, ce n'est pas le gouvernement. Si le gouvernement ne peut pas nous aider, comme l'a dit un confrère, il faut que nous travaillions à nous aider nous-mêmes et à faire en sorte qu'on puisse aider le gouvernement à nous aider. Il ne faut pas que les Burkinabés espèrent grand-chose du gouvernement, parce que nous connaissons tous aujourd'hui la réalité de notre système sanitaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on ne règle pas la question de notre système sanitaire avec la fragilité, ce n'est pas pour rien que l'OMS nous interpelle en nous disant de nous préparer au pire. Parce que nos systèmes sanitaires ne sont pas à mesure de faire face aujourd'hui à la réalité de la maladie si on venait effectivement avoir beaucoup de cas sous les bras. Oui, et Xavier, votre analyse sur ce sujet, je pense que... Notamment la question des mesures. Oui, je pense que c'est là où il faut insister. Le président a, au cours de son discours, donc, annoncé des mesures fortes. Le couvre-feu, il a laissé glaner certaines mesures qui doivent être mises en œuvre par certaines autorités. Je pense que le ministre de l'administration a pris un décret pour interdire un certain nombre d'activités, mais je vais insister beaucoup plus sur les lieux de rassemblement. Moi, je pense que le maire de Ouagadougou doit fermer le grand marché. C'est un courage qu'il faut prendre au regard de l'expansion de la maladie. On a suivi un peu des journalistes qui sont allés sur le terrain. Le marché est encore ouvert, même au Dissia, le marché est ouvert. C'est des mesures strictes aujourd'hui, de mon point de vue, qu'il faut prendre. Les gens... Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait relevé en son temps que c'est au fur et à mesure des conseils des scientifiques qu'on pourrait voir quel type de mesures mettre en place. Est-ce que cette prudence du gouvernement... Non, je pense que ça c'est dépassé, de mon point de vue, parce que vous avez vu aussi la polémique qui est née quand la communauté musulmane avait voulu, a pris ces mesures et disant que ça prend effet après la prière de vendredi. Sachant que la grande mosquée se trouve au cœur du grand marché de Ouagadougou, je pense que ça doit être honnête de la part du maire de Ouagadougou de fermer le grand marché, parce qu'à l'allure des événements, aujourd'hui on est à 75 cas. Et comme les uns et les autres ont dit, c'est des chiffres officiels, mais ce n'est peut-être pas des chiffres réels. Et comme la maladie se propage, on connaît le mode de contamination, on n'a pas forcément besoin de saluer même la personne. Si vous dégagez beaucoup, comment je vais dire, de liquide à travers vos paroles, vous pouvez laisser échapper donc des virus qui peuvent contaminer les autres. Je pense que pour ça, il faut insister. Peut-être dans les zones un peu plus reculées, on peut observer la mesure avec le temps pour voir comment il faut prendre des mesures restrictives. Mais pour le cas de Ouagadougou, quand vous regardez un peu les chiffres, ça tourne autour de Ouagadougou.
Si on laisse le grand marché ouvert, c'est la porte ouverte à la contamination et il faut, de mon point de vue, en tout cas, essayer de contenir. Combien de personnes fréquentent le grand marché de Ouaga? Ah, mais on ne sait pas, justement. On ne sait pas qui fréquente le Parce grand que marché. l'intérêt à Ouaga aussi, c'est que le grand marché n'a pas le monopole des spécialisations. Vous avez le 10 Yard qui a autre chose, vous avez Oscar Yard, etc. Donc peut-être que le marché de Ouaga ne concentre pas forcément plus de monde que peut-être des marchés de quartier. Oui, Paul Mikiwamba. Oui, alors je pense que, comme les autres l'ont dit, c'est un virus qu'on a vu venir. Parce que d'ailleurs, il faut dire que l'Afrique et le Burkina en particulier ont eu cette chance de voir le virus venir depuis la Chine. Et on était dans une position où on devrait prendre des mesures. Vous avez annoncé effectivement le plan de riposte qui avait été présenté par les autorités sanitaires du Burkina. C'est un plan de riposte et qui consistait à l'époque à mettre en place un dispositif au niveau des aéroports internationaux et au niveau donc des frontières. Mais à l'époque, on avait dit que ça ne suffisait pas. Il fallait donc mettre l'accent sur d'autres mesures pour éviter que le virus n'entre au Burkina. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que toutes les énergies devraient être concentrées sur la prévention. Comment est-ce qu'on pouvait faire à l'époque pour que, étant donné qu'on entend parler du virus en Asie, en Europe, faire en sorte qu'on n'ait même pas un seul cas au Burkina. Donc, il aurait fallu, à mon avis, prendre certaines mesures qu'on prend aujourd'hui. On aurait pu les prendre un peu plus tôt, notamment la fermeture des aéroports, parce que tout le monde également savait que l'aéroport de Ouaga, c'était la principale porte d'entrée du virus, et c'est bien ce qui a été donc donné de voir après. Maintenant, pour venir justement aux mesures qu'on prend aujourd'hui, ce sont des mesures effectivement qu'on avait demandé un peu plus tôt, ça vient un peu plus tard. On est d'accord, et vous aviez parlé justement de la fermeture du grand marché. On est en train de débattre autour de ça aujourd'hui, mais c'est une mesure qui va certainement arriver. Autant le faire maintenant, je suis d'accord avec lui. Alors, tout ça mis ensemble, aujourd'hui, bon, je pense que, Bourema l'a dit également, nous avons une situation qui est très sérieuse, très catastrophique, disons-le ainsi, et il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Parce que d'ailleurs, on a constaté un certain tâtonnement dans les prises de mesures qui viennent un peu tardivement. On commence à courir dans tous les sens au moment où le verre est déjà dans le fruit. Donc, l'heure est à la sensibilisation des masses. C'est-à-dire chacun devrait faire en sorte de casser la chaîne de la contamination, et c'est le plus important. Nous sommes ici à Ouaga, beaucoup de gens ont déjà adopté de certaines mesures d'hygiène, ce qui est fort louable, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des Ouagalais. N'en parlons pas justement le cas et pour ceux qui vivent au-delà de Ouaga. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que nous sommes à une situation où on devrait voir tous les acteurs à l'œuvre, notamment les organisations de la société civile, comme on en a beaucoup au Burkina. Vous savez certainement qu'il fut un temps où on entendait que... Elles étaient très actives sur certains fronts. Et on veut les voir sur le front. On veut aujourd'hui les voir justement sur le front de la lutte contre le Covid-19. Et pour là, on n'a pas besoin forcément d'attendre de l'argent de qui que ce soit pour mener l'activité. C'est une question de mon point de vue de patriotisme. Chacun devrait se lever et voir dans son environnement immédiat comment est-ce qu'on fait pour briser la chaîne de la contamination à travers des séances de sensibilisation. Chacun également, et parmi nous qui sommes à Ouaga, qui avons des ressortissants dans le milieu rural, au niveau des villages, chacun devrait porter le message à ses parents au village pour qu'on puisse dès maintenant commencer à adopter de nouvelles mesures, parce que ça a commencé à Ouaga, ça va prendre certainement du temps pour arriver dans le milieu rural. Je parle de ces mesures, les mesures d'hygiène et tout. Et en plus de cela, nous avons la chance d'avoir un pays qui a une certaine décentralisation intégrale. On a des maires, on a des mairies dans pratiquement toutes les localités. Les mairies rurales aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font pour justement briser la chaîne de la contamination? C'est autant de questions que l'on se pose, et je suis totalement d'accord qu'on ne doit pas rester là, croiser les doigts, attendre tout du gouvernement, et cela pour plusieurs raisons. Il y a eu un tâtonnement que l'on a dénoncé. On a les moyens financiers limités que nous connaissons au Burkina. On a le système sanitaire qui ne peut pas faire face à un cas exagéré de malades de coronavirus. On a pas mal de choses. On a également, même il faut le dire aujourd'hui, certains membres du gouvernement qui sont atteints aujourd'hui. Donc il y a des gens sur qui on compte et qui aujourd'hui sont en train de lutter contre le virus. Donc je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Il faut qu'il y ait des actions fortes pour briser la chaîne de la contamination. Sinon, nous sommes dans une situation qui est très catastrophique à mon avis. Oui, Dieudonné, Paul l'a dit, la question de la sensibilisation, la question de la communication est primordiale aujourd'hui. Oui, elle est primordiale. Mais je pense que quand même aujourd'hui, quand vous allez à une cérémonie, que ce soit un mariage ou un doigt, bon, même ceux qui ne comprennent pas, les gens reconnaissent que, bon, on a dit de ne plus se saluer. On dit en haut à haut comme ça. Mais il ne faut pas se voiler la face. La gestion du coronavirus sera une gestion chronophage. En français facile, ça veut dire que ça va prendre du temps. Faut pas se leurrer, ça va être une gestion chronophage, ça va nous prendre du temps. Parce que
il faut attendre de voir le pic épidémique. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va atteindre le sommet? Parce que quand ça atteint le sommet, ça dégringole. Mais justement, la gestion pour atteindre ce pic-là va arriver quand? On ne sait pas. Parce que selon l'OMS, bon, qui a les statistiques de l'OMS, bon, c'est un virus qui, en tout cas, bon, généralement, dont la létalité est de 1%. Parce qu'on dit qu'il y a 80% de cas bénis, il y a 14% de cas sérieux, il y a 5% plus critiques et puis il y a 1% de mortalité. Mais dans ces 1%-là, c'est ça le drame, c'est 1% à l'étal planétaire, c'est beaucoup. Donc il faut mettre l'accent et sur la communication. Je crois que là, et là même les médias sont interpellés, et bon, tout en disant aussi qu'il faut que les gens évitent de lire trop les inepties et puis les trucs fantaisistes sur les réseaux sociaux là, parce que chaque seconde on voit des choses passer. Donc il faut mettre l'accent sur... Il y a toutes sortes de théories. Voilà, donc il faut vraiment imaginaire. Il faut une communication conséquente, parce que nous savons que mais comment faire en place et comment mettre en place ce dispositif-là pour ne pas davantage renforcer la psychose chez les populations? Oui, mais c'est le déficit de communication qui entraîne parfois la place. Là, le gouvernement doit mettre un système de communication, mais ce que je dis tout de suite, les populations aussi doivent se convaincre, comme l'a dit Bourema, on est en face d'une pandémie. Et il faut que chacun prenne conscience que ça commence par moi-même pour ne pas contaminer l'autre. Parce que si on arrive à un taux de saturation, c'est-à-dire on va arriver comme en Italie à la loterie de la vie, une loterie de la vie, c'est-à-dire on choisit qui doit vivre et qui doit mourir. Et quand on arrive à cette loterie de la vie-là, ça veut dire qu'on est en train de toucher le fond. Et on parlait tout de suite de la communication dans les provinces. Je crois qu'effectivement, avec la décentralisation, aujourd'hui, les maires, les gouverneurs sont sensibilisés. Mais il faut que le message parvienne aux populations. Parce que, et il faut aussi que les gens évitent les déplacements. Ici, on n'est pas encore arrivé au confinement. C'est vrai qu'il y a même hier, c'était le premier jour. Mais à 19h, il y en a toujours qui ne voulaient pas rentrer. Je dis ça, mais donc, il n'y a pas le convainc. Il faut que les gens se convainquent. Il ne faut pas, par exemple, qu'un citadin se lève, par exemple, parce qu'on a des gars qui sont asymptomatiques. Ils sont porteurs sains. Ils ont la maladie, mais ils ne la développent pas. D'ici là que ce monsieur se lève, il va au village, et puis il contamine tranquillement des villageois qui sont dans leur petit bled tranquille. Donc tout ça, il faut éviter le maximum de déplacements. Vraiment, même si on n'est pas confiné, il faut éviter le maximum de déplacements. C'est pour ça que je dis, la communication doit mettre l'accent sur une prise de conscience des populations, quel que soit le niveau. Et là, on va voir que la chaîne de contamination est brisée. Oui, Bourema, par rapport à cette question de la communication, on a comme l'impression que peut-être... la nature a horreur du vide. Oui, exactement. Moi, nous, on l'avait relevé dès le départ, parce qu'au début, on a vu que... On avait comme l'impression que c'est une affaire du ministère de la Santé seul. Et la ministre était partout, toute seule, en train de courir entre plateaux de télé, des réunions dans les régions. Aujourd'hui, et curieusement, au moment où on attend le plus, effectivement, à la voir accompagner et renforcer, c'est elle qui a effacé au profit d'autres acteurs, notamment le coordonnateur de la réponse ou le ministre de la Communication. On a comme l'impression que ça va dans tous les sens au niveau du gouvernement. Et que à chaque fois qu'on pose le problème de la communication, qu'une situation se pose et que le gouvernement doit communiquer, on sent effectivement que ça va dans tous les sens et que le gouvernement a effectivement d'énormes soucis de communication depuis 2016 à aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on dénonce la mauvaise communication de ce gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. Même le discours du président du FAS, moi je suis désolé, mais le discours manque de profondeur par rapport au contexte. Honnêtement, on ne sait pas qui écrit ce discours. Il faut qu'on arrive effectivement à avoir un gouvernement qui sait parler. Non, c'est mon impression. Le nègre. C'est mon impression. Parce que j'ai comme l'impression
que les gens manquent de capacité de parler aux Burkinabés pour les convaincre et pour les rassurer. Parce qu'il ne faut pas dire les choses de façon terre à terre comme si on est... il faut quand même que quand on communique... Vous êtes en train de postuler. Non, je pour postule être, nulle part. être le nègre de Je la plume postule nulle du part. président Je du fais des Faso ou observations qu'appelle le contexte. Il faut qu'on commence à être un peu plus sérieux quand on parle de l'État. Parce que l'État, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens vont dans tous les sens, les gens ne respectent pas l'État. Quand l'État se montre très léger, personne ne le prend au sérieux. Donc il appartient à ceux qui incarnent l'État de montrer que l'État est plus que ce que nous donne à voir. L'État doit être sérieux. Et quand l'État parle, ça doit attirer l'attention, on doit écouter. Quand l'État parle avec de légèreté, on prend l'État avec de légèreté. C'est ça la question de fond. Donc si on doit communiquer aujourd'hui, il faut qu'on sache mettre la bonne personne. D'abord du point de vue même de la symbolique. Et ensuite aussi du contenu. Or, malheureusement, si ces deux questions-là, on a comme l'impression qu'on prend les choses à la légère. Prenons le début de cette affaire. Quand on annonce 2 cas, et que dans le même temps, on voit la ministre de la Santé qui sort, qui annonce les 2 cas, qui annonce les mesures, qui dit qu'on est prêt. Est-ce qu'en ce moment, tout le gouvernement a réfléchi en disant qu'il faut commencer par parler au Burkinabé que là où on va, on a pris un virage dangereux. Et qu'il faut effectivement éviter de donner de fausses assurances aux gens. En disant que nous avons les moyens de contrecarrer la maladie. Les 2 cas qui sont arrivés, on va les gérer et comme s'il n'y en aura pas plus. C'est ça la communication qu'on a dû entendre dès le premier départ. Et ça, ça c'est une très mauvaise communication, c'est une fausse communication. Deuxième chose, quand on annonce qu'il y a un Chinois qui vient avec un avion et qu'elle se fait accompagner avec tout le monde, on aurait aimé voir le gouvernement communiquer autrement. Même si les cas, effectivement, c'est avéré faux, c'est de la responsabilité du gouvernement, dès qu'on a de telles informations, de se déployer à l'aéroport et de prendre toutes les mesures, effectivement, mais elle a communiqué, je pense. Oui, elle a communiqué. Oui, par mais après, sous le coup de je termine de donner. Oui. Elle a communiqué sur ces cas. Mais à la fin, on a comme l'impression que tout a été fait pour donner tort à la dame d'avoir engagé cette discussion et d'avoir créé des problèmes de communication avec la Chine. Non, c'est l'ambassade de Chine qui a mal communiqué. Parce qu'on aurait dû utiliser des canaux diplomatiques pour régler ce problème et remettre l'État toujours au cœur de ce dispositif. Parce que l'État est dans sa raison. Puisque le communiqué de l'ambassade de Chine au Burkina, c'est dans la nuit. Oui, il a répondu au gouvernement en disant qu'il n'en était rien. Donc il fallait faire en sorte qu'on recadre les choses en disant, nous, gouvernement responsable, on ne peut pas avoir une telle information et ne pas prendre toutes les dispositions. Maintenant, si ça s'est avéré négatif, tant mieux, on s'en félicite. Mais on a comme l'impression que ça a été comme une réveil parce que depuis, la dame s'est effacée. Oui, puisque quelque part, c'est comme si elle est désavouée sur certains aspects. Mais on ne devrait pas la désavouer doucement. Sans t'arrêter, vous nous permettez de terminer, puis je vous donne la parole. On ne devrait pas justement la désavouer parce que l'initiative en elle-même n'était pas mauvaise. L'initiative a été prise de bonne foi. Et il arrive que même tout le gouvernement peut se tromper. Quand on prend une initiative de bonne foi et que ça s'avère que, et c'est dans le bon sens, c'est une bonne intention de préserver la santé des populations. Maintenant, si ça s'avère que le résultat, c'est pas ça, la réaction d'un gouvernement... En tout cas, on a des spécialistes en communication qui peuvent... de lui donner l'occasion de pouvoir s'expliquer et de pouvoir rassurer les gens que chaque fois qu'il y aura ce genre de situation, le gouvernement va se déployer. Voilà la démarche à faire. Voilà la démarche à faire. Non, mais je pense Xavier, et ensuite... Oui. En fait, je voulais insister sur le passage du message. Paul Mikil a dit, je pense qu'il faut des personnes appropriées pour passer le message au niveau déconcentré. On a eu des leaders d'opinion au niveau de la communauté musulmane, au niveau de la communauté catholique. Mais, comme ils l'ont dit, souvent, le message ne passe pas parce que les gens n'ont pas confiance à celui qui parle. Je pense, de mon point de vue, pour décentraliser le message, là, il faut des personnes appropriées. Et ça, les leaders, les OSC, doivent être engagés pour faire le message. Et il faut déjà louer les artistes qui font ces messages-là au niveau des réseaux sociaux pour sensibiliser. Quand c'est des petits messages comme ça, je pense que ça impacte beaucoup plus que si on attend forcément que le gouvernement prenne une décision ou que le ministre de la Communication sort à chaque fois pour dire
voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Oui, Dieudonné. Non, je pense que non, la dame, bon, je vais revenir un peu sur la sortie présidentielle et de la ministre de la Santé. Non, même si elle est désavouée, je crois que la dame, elle était dans son... On n'a pas dit qu'elle est Oui, non, oui, c'est comme... avec puisque la Bourema, bonne écoute, en tant que Bourema, on dirait que la dame, elle fait sentir un peu, et puis elle a... Non, oui. Je dis, on la sent On la sent plus, oui, on la voit plus, non. Mais ça... L'ambassade de Chine l'a plus ou moins diminué. Bon, oui, donc je dis ça ne devait pas être le cas parce qu'elle est dans son rôle. Un ministre doit mettre, surtout quand ça relève de son domaine, elle doit mettre la main dans le cambouis. Je regrette, quitte à se tromper, et puis on vous recadre. C'est pour ça souvent même, il ne faut pas d'abord que ce soit les premiers responsables. Moi, je suis contre, par exemple, que pour toute chose, que ce soit le président du FASO qui soit en première ligne. Ça, c'est ma position. Je trouve qu'il y a des ministres, il y a des porte-paroles, c'est eux d'abord qui doivent sortir. Et s'ils se trompent, on les recadre. Mais quand, à tout moment, c'est le premier responsable, le chef de l'État qui est en première ligne, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Parce que si le chef de l'État lui-même est désavoué ou il se trompe, on fait quoi? Or, quand c'est un porte-parole ou bien un chargé de communication, lui, quand il se trompe, on peut le recadrer. Concernant la communication présidentielle, je pense quand même que bon, le président est quand même, il a quand même dit des choses assez essentielles. Je l'ai dit, l'emblématique couvre-feu quand même, c'est quelque chose. Et il a pris la mesure quand même de ce qui se passe. Bon, et quand on va en Tunisie, pratiquement le même jour, le président tunisien aussi a ordonné la fermeture des frontières et un couvre-feu. Maintenant, c'est la manière de transmettre. Peut-être qu'on trouve qu'il aurait fallu, bon, lui il parle des OSC, il faut aussi distinguer OSC dans OSC. Ce n'est pas tous les OSC aussi qui sont pris au sérieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans son rôle, mais effectivement, je suis d'accord avec Bourema. Souvent, c'est la manière de faire. Bon, et puis après, on a l'impression que peut-être on s'est trompé, donc on se recroqueville. Oh non, il faut y aller, on peut se tromper, et puis on ressort courageusement, on dit, sur ce point, je crois que j'ai vu le ministre de la Communication dire même qu'il y a eu quelques coquilles dans la communication. Il l'a dit. Il l'a reconnu. Paul Mikirwamba, justement, à ce niveau, comment faire pour corriger tout en continuant? Parce que on est dedans, on ne sait pas quand est-ce... Non, je pense simplement qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes en termes de communication, mais pour moi, ce n'est même pas ça l'essentiel, hein, communication au niveau du gouvernement. Seulement, je vois comment est-ce que la coordination communique. Désormais, on a ces conférences de presse quotidiennes. C'est déjà une bonne chose que de donner l'information au Burkinabé. Mais j'aurais souhaité, effectivement, étant donné que nous sommes dans un domaine où on parle beaucoup plus de secret médical, beaucoup de gens auraient voulu que l'on donne les identités des personnes atteintes, les identités également des personnes guéries ou décédées. J'ai vu que la coordination ne voudrait pas le faire parce qu'il y a effectivement le secret médical qu'il faut comprendre. Mais je pense qu'il y a une autre stratégie que l'on peut utiliser pour rendre service à cette communication. Parce que j'ai vu un peu les communiqués qui ont été rédigés par d'autres pays où quand il y a de nouveaux cas, on ne donne pas les noms, mais on donne au moins l'itinéraire de chaque nouveau cas. Ça permet aux citoyens de savoir effectivement comment est-ce qu'il faut faire. J'ai vu le cas de la Côte d'Ivoire. Foyer ou est-ce que c'est justement, exactement. Est-ce que c'est un nouveau foyer, est-ce que c'est un vieux foyer? Parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, les nouveaux cas, on les énumère et on dit, bon, le premier cas, il a fait tel itinéraire les 2 dernières semaines, le deuxième cas, etc. On a vu également le Niger, le Bénin. Dans toutes ces communications, il y a eu cela. Je pense qu'on peut en faire également pour le Burkina, en préservant le secret médical pour ne pas dévoiler les identités des personnes malades. Mais au moins, ça permet aux gens, puisque les sensibilisations vont dans ce sens aussi, il faut savoir effectivement, et si vous avez été en contact éventuellement avec un cas suspect ou un cas avéré, ça permet aux gens de se protéger davantage et de protéger leur famille. Maintenant, de l'autre côté, l'autre communication qui manque aujourd'hui, et c'est mon plus grand regret, c'est que c'est le volet sensibilisation. On peut l'appeler communication aussi, parce qu'on a l'impression que rien n'est fait. Ça, c'est mon sentiment. D'ailleurs, même ici, au niveau de la télévision nationale, à l'heure où on se parle, on devrait avoir un programme type orienté vers le coronavirus. Je ne dis pas que c'est la faute à la RTV, parce qu'il y a des gens qui doivent produire le contenu et pour les mettre à la disposition des médias. Nous avons certainement quelques spots qui passent, mais ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Quand on regarde un peu ce qui se passe sur les autres médias, on a les programmes qui ont même été bouleversés pour se conformer à cette actualité. Donc, il faut le faire maintenant parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de médias qui portent un peu dans le Burkina profond pour porter l'information aux citoyens qui sont un peu loin de Ouaga parce que
À mon avis, 80% des efforts qu'on doit déployer aujourd'hui, c'est la question de la sensibilisation, c'est la question d'éducation de nos populations. On a des mesures qui ont déjà été prises par le chef de l'État, c'est bien, mais on ne dit pas aux gens exactement quel est le bien fondé de ces mesures. Même quand on prend le port du masque, il y a une certaine contradiction qui se fait. Au Burkina, on dit oui, c'est les malades qui doivent porter, les médecins aussi en priorité, alors que dans d'autres pays, on voit que c'est tout le monde qui le porte. Est-ce qu'en est-il du Burkina? J'ai vu récemment que la France seulement a commandé 250 millions de masques et pour certainement les distribuer. Qu'est-ce qu'on fait pour le cas du Burkina? On a une communication. C'est en Chine qu'on a systématisé, sinon dans beaucoup de pays, c'est le port des masques est quand même bon, ce n'est pas systématisé. Mais voilà, quand on prend le cas du Burkina, c'est vrai que c'est Burkina, c'est une décision. L'information officielle pour le cas du Burkina, c'est qu'on a entendu la ministre de la Santé le dire, on a entendu également certains spécialistes le dire, on dit le masque, c'est prioritairement pour le personnel soignant et pour les personnes contaminées. Il semble qu'il y a une façon de porter le masque. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas peut-être assez pour tout le monde, qu'on a peut-être politiquement décidé. Oui, que vous avez raison dans un sens, parce qu'en réalité, quand le débat se posait, c'était justement par rapport à la surenchère du masque. Oui. Les gens se sont rendus compte que le masque est devenu cher. À l'époque, on a dit, bon, tout le monde n'est pas obligé de porter de façon systématique. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est l'information sûre? Quel est le degré de protection que le masque a? Est-ce que nous le savons? Je ne pense pas. On arrive à pouvoir nous éclairer. Exactement. Mais par contre, lorsqu'on regarde dans les autres pays, j'ai pris le cas de la France qui a commandé 250 millions de masques. C'est une information capitale qui circule. Qu'est-ce qu'on va en faire? Certainement, c'est des outils de protection. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina n'a pas les moyens de commander également autant de masques s'il se trouve que le masque protège, en tout cas pour le distribuer à ceux qui ne peuvent pas rester à la maison pour une raison ou d'une autre? Il faut que Bourema intervienne. Je vous laisse. Oui, Bourema. Je vous laisse conclure et puis on passe au prochain sujet. Je réagis très rapidement par rapport aux 250 millions de masques commandés par la France. Hier, je suivais le directeur général de la santé publique qui disait effectivement qu'ils ont commandé 250 millions qui sont... Jérôme Salomon. Voilà, une partie qui est déjà livrée, une partie qui va être livrée dans les prochaines semaines. Mais c'est destiné prioritairement à la consommation du personnel soignant. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il y a une grosse consommation aujourd'hui au niveau du personnel soignant. Parce que quand on utilise un masque, on enlève, il faut après... Mais il y a des pays qui en ont fait une obligation. Maintenant, la Chine avait systématisé. Même ici, quand vous reprenez le message du président du Faso, parmi autres, il a même demandé de porter des cache-nez. Donc, il appelle l'ensemble des Burkinabés effectivement à porter des cache-nez. Donc, il a ça. Et à côté aussi, quand vous regardez même les mesures qui sont édictées par le gouvernement, il y a le port de cache-nez. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il y a la contradiction justement dans la communication gouvernementale même. C'est un fait précis comme le port des masques. Tandis que le coordinateur de la riposte dit non, on n'est pas obligé de porter le masque quand on n'est pas malade. Dans le même temps, on a le gouvernement qui appelle à porter des cache-nez. Deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir très rapidement, si la question de la communication, comme on insistait, il faut aujourd'hui que, depuis longtemps qu'on parle de la riposte là, on a mis la coordination au niveau national. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les conseils municipaux? Rien du tout. Or, ces conseils municipaux, le Burkina, quand même, c'est 351 départements, 351 communes, donc 351 mairies. Si aujourd'hui on a, et puis 13 conseils régionaux, si on avait mis ce dispositif au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées, on aurait eu au moins un début de sensibilisation. Ne serait-ce que la formation des acteurs. Ne serait-ce que la formation des acteurs. Même si le plan sanitaire, moi je discute avec beaucoup de médecins qui disent que jusqu'à l'heure où on parle, il n'y a aucun dispositif qui a changé dans leurs hôpitaux ou les CSPS. C'est avec le même matériel de bord et les mêmes outils habituels qui travaillent. Donc, si on avait anticipé... que les appareils sont en panne dans plusieurs... Si on avait anticipé donc si ce dispositif-là, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, là où il faut insister sur la communication, il faut aussi qu'on dise aux gens, insistez sur les déplacements-là. Si vous avez un déplacement qui n'est pas nécessaire, même au village, là, ne partez pas, parce que ça ne sert à rien de prendre la maladie, ça aller transmettre à vos parents au village. Comme Dieudonné l'a dit, il y a des gens qui sont porteurs, qui ne développent pas la maladie, qui peuvent transmettre. Aujourd'hui, nous tous, on est là. Personne ne sait effectivement s'il est effectivement... il est asymptomatique. Il n'a pas encore développé la maladie. Ou là, il ne développe pas la maladie. Donc, c'est bon que chacun essaie effectivement de voir. Peut-être qu'on pourrait le savoir d'ici la fin de cette émission, si quelqu'un ne tousse pas. Je voudrais quand même, oui. Vraiment disait effectivement, bon, il n'y a pas le matériel et tout. Bon, la médecine a l'âge de ses instruments. C'est le plateau technique ici, il est ce qu'il est. Mais
Par exemple, sur la communication, jusqu'à présent, bon, c'est ce qu'on entend, hein, mais sinon officiellement, il y a combien de foyers? Parce que dans les autres pays, souvent, on essaye d'identifier les foyers. Ici, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas eu confirmation, il semble qu'il y a 3 foyers. Il y a le foyer religieux, il y a le foyer diplomatique et il y a le foyer de Houndé. C'est les 3 foyers, mais qu'est-ce qui nous dit que ce sont ces 3 foyers-là qui ont essaimé et qui donnent les 70 cas là pour le moment? Foyer religieux, foyer diplomatique et puis le foyer de Houndé. On nous parle de 3 foyers. Mais est-ce que c'est sûr que vraiment ce n'est que ces 3 foyers-là? Donc, il y a tout ça qu'il faut. Donc, je pense qu'il y a un effort. Bon, Bourema a dit, le fond là, qu'il faut décentraliser justement cette riposte-là. Mais ça nécessite aussi les moyens. Ça nécessite les moyens. Et ces moyens-là, il faut les trouver quelque part. Et aujourd'hui, c'est là, c'est-à-dire que nous l'avons écrit dans un de nos éditoriaux, c'est-à-dire avec l'Europe qui s'est barricadée, ça met à nu justement l'indigence justement de nos systèmes sanitaires là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui pour un furoncle filaient en France, c'est-à-dire aujourd'hui on est obligé de se soigner, et ça nous incite pour c'est propédeutique, c'est-à-dire ça nous enseigne, c'est riche d'enseignements. Il faut qu'on apprenne justement à nous soigner ici nous-mêmes, parce qu'avec le coronavirus là, ça veut dire que si c'est chaud quelque part, il faut compter sur soi-même. Il n'y a pas d'évacuation. C'est la question des moyens. Oui. C'est la question des moyens. Oui. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. Ça dit aujourd'hui, on aurait dû instruire déjà le ministre de l'économie et des finances à faire des arbitrages budgétaires à partir des ressources disponibles. C'est parce qu'on est vivant qu'on fait autre chose, qu'on fait des investissements, qu'on fait un certain nombre de choses. On peut faire des arbitrages budgétaires aujourd'hui, décider de mettre en berne un certain nombre d'investissements qu'on avait prévus et réaffecter ça au ministère de la Santé. Oui, c'est un choix régalien du gouvernement. C'est un choix régalien du gouvernement. Mais les autres là, ils ne fonctionnent pas mieux. Les autres là, ils n'ont pas de pactole posé quelque part et puis ils vont chercher pour mettre. C'est des arbitrages. Sur la question, on a vu le plan de riposte, on a dit que ça coûtait 11 milliards de francs CFA. Le ministère avait dit qu'il n'avait qu'une centaine de millions. Donc le reste était à rechercher. Mais il y a l'OMS aussi qui l'OMS va mettre de l'argent. C'est une promesse. Mais je dis, nous sommes dans une situation aujourd'hui, comme Bremen l'a dit, c'est un cas d'urgence. On ne doit même plus compter sur les partenaires étrangers. Parce que, bon, aujourd'hui, je ne connais pas un pays qui va laisser sa propre situation coronavirus pour voler le secours du Burkina. Donc c'est une maladie, comme Dieudonné l'a dit, qui va nous apprendre à savoir compter sur nous-mêmes par rapport justement à ces questions de financement. Quoi qu'il en soit, la course de vitesse est engagée contre la maladie et la mort, et j'espère qu'avec le concours de tous et la responsabilité individuelle des Burkinabés, on arrivera à pouvoir vaincre cette maladie ici au Faso. Xavier Belem-Négré, on va aborder le second sujet de cette émission, les candidatures au niveau du CDP. Finalement, c'est 3 candidatures à la candidature. Le député Yaya Zoungrana, Edi Komboibo, le président du CDP, et Mamadi Kwanda, un des fondateurs de l'ODPMT, devenu plus tard CDP, puisqu'il se targue d'être père fondateur du CDP. Alors, pour vous, c'est quoi finalement? Alors, je pense qu'il y a 2 enjeux majeurs au niveau de cette candidature à la candidature pour la présidentielle. D'abord, bon, naturellement, c'est cette démocratie à travers les primaires, parce que c'est, de mon point de vue, je ne sais pas, c'est la première fois qu'il y a eu au moins cette candidature à la candidature au niveau du CDP qui a connu des candidats et au finish, on a pu dégager une personne. Alors, est-ce que ça va tuer une certaine façon de la politique au niveau du CDP? Parce que n'oubliez pas que lorsque les gens se figent à une seule personne, cela sous-entend qu'il y a des bases qui travaillent essentiellement pour la seule personne. Mais si vous êtes 3, ça veut dire naturellement que les forces sont dispersées et évidemment, on va avoir des faux départs, certainement que les gens... Mais là même, selon le responsable, le vice-président du bureau du collège de proposition des candidats, Aboubakar Sawadgo, oui. Il faut que ces 3 candidats aient également l'onction du président d'honneur. Donc c'est une autre étape. Oui, ça c'est une question subsidiaire que, de mon point de vue, qui va peut-être passer inaperçue. Maintenant, le fond du problème, c'est
comment on gère ces candidatures-là, si toutefois, comment on gère le candidat du CDP, si toutefois, les autres sont plus ou moins battus. Parce que, est-ce qu'ils vont travailler effectivement à soutenir celui qui sera retenu à la candidature? Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des courants qui émergent. Vous avez Lamine Kwanda, comme vous l'avez dit, qui est l'un qui détiennent, de mon point de vue, l'âme du CDP depuis sa création. Voilà, c'est les tenanciers de la vraie chose au niveau du CDP. Il y a Edi Kongwebo qui est à l'émergence aujourd'hui, qui a un soutien au niveau de la jeunesse du CDP. Comment sa candidature sera vue et s'il est retenu, comment les autres vont le voir par la suite? C'est des questions vraiment subsidiaires qui sont assez importantes lorsque le candidat sera dégagé. Mais au finish, on va observer, on va voir qui sera retenu. Et je pense que c'est des batailles chaudes qui se dégagent au niveau de ce grand parti. Oui, Dieudonné Zoungrana. Non, moi ce qui me chiffonne là, toute cette tambouille, tous ces micmacs, finalement, et après, on se retrouve avec Edi Kongwebo, Yaya Zoungrana, et puis... mais où est passé le troisième homme de Blaise Compaoré? Parce qu'on nous disait que, en tout cas, il y avait un troisième homme qui devait émerger vraiment pour chaud. Parce que des trois là, c'est vrai que, finalement, est-ce que le fondateur du parti s'est-il finalement résolu à supporter Edi? Parce que quand on regarde aujourd'hui, si réellement on doit vraiment être, nous sommes des analystes politiques, Edi, il a quand même une petite longueur d'avance sur les... Où est passé le troisième candidat du fondateur du CDP, Blaise Compaoré? Si Edi est désigné, par tous ceux qui l'ont traité de nom d'oiseau, comment on va faire? Est-ce qu'il pourra conduire le CDP à des... Parce que moi, je ne m'attendais pas vraiment. Je m'attendais quand même à voir la shortlist là être étouffée de 5 ou 6, mais pas de 3. De 3 personnes qui plus est, moi-même vraiment la candidature de Mamadi Kwanda et de Yaya Zoungrana m'intrigue. Et moi, en tout cas, ma petite idée me dit que... Moi, je me dis que peut-être qu'il prépare quelque chose. Je ne sais Mamadi Kwanda, c'est pas surprenant. Il l'a dit. Mais lui, il l'a dit aussi, il se battait pour Juliette Bonkungou. Il l'a dit sur les ondes de radio et de télé. Après, c'était Jérôme. Après, c'était Jérôme. Donc, moi, vraiment, ça m'intrigue vraiment. Et je ne sais pas où est passé le candidat de Blaise Compaoré. Parce qu'on nous disait, donc pour moi, L'oiseau annoncé est venu avec Inel Kassé. Sauf Tsunami, on évolue et quand on écoute vraiment les gens qui parlent sous le couvert de l'anonymat, on va vers, il faut le dire, on va vers un plébiscite du même Edi qui pourtant au départ n'était pas le candidat du fondateur du parti. Peut-être qu'il a su jouer sur des intrigues en écartant par exemple le candidat de Ouedraogo. Donc finalement le CDP s'est fait beaucoup de mal, tout ça pour ça. Oui, je crois que sur le même plateau, on avait dit que si les militants et même le fondateur du CDP, ils étaient des gens réfléchis, la candidature d'Edi ne devrait pas poser de problème depuis le début. Ils auraient dû travailler effectivement à plébisciter dès le débat, qui devrait donner l'image d'un grand parti au CDP. Mais tous les micmacs, comme le deux de nous l'a dit, c'était effectivement au début pour empêcher Edi d'être candidat. Ça n'a pas réussi. Parce qu'on ne vient pas imposer quelqu'un qui a quitté le parti depuis très longtemps, qui plus a raté une chance d'incarner le parti au moment où le parti avait besoin de lui, il l'a décliné, et en dernier ressort, il revient, donc ça ne marche pas. Et quand vous regardez aujourd'hui les 3 candidatures, en fait, c'est les mêmes, ça veut dire qu'en fait, les gens sont restés dans leur logique jusqu'au bout. Parce que c'est le clan Mamadi Kwanda qui a continué jusqu'à la candidature de Mamadi Lamine Kwanda aujourd'hui. Yaya Zoungrana, c'est le cas Badini, ceux qui tenaient la candidature de Cadre Désiré Ouedraogo pour le compte du CDP, comme ils ne l'ont pas obtenu, finalement ça a abouti à la candidature de Yaya Zoungrana. Et Di est resté effectivement les candidats qui voulaient être candidats du parti. Malheureusement, au stade où on en est, ça veut dire effectivement qu'il ne serait pas étonnant que même jusqu'aux élections, ces 3 camps continuent de s'affronter en rejoignant d'autres candidatures. Parce que quand on a clairement dit que comme on appelle, Edi ne sera jamais candidat du CDP. Aujourd'hui, s'il est battu au primaire,
Mais il semble que ces derniers temps, il a mis de l'eau dans, c'est ça aussi le problème. dans son vin, Il n'a de pas- ce que j'entends. C'est un yarga. Mais il n'a pas dit Je sais pas. La question de débat, c'est pas comme ça. Il a dit publiquement. Dans son lait. Non, il a dit publiquement Bon. que Edi ne sera jamais candidat du CDP et il ne va pas le soutenir. Maintenant, si aujourd'hui il a changé, il faut qu'il revienne nous dire publiquement, effectivement, qu'il a changé, il va soutenir Edi au cas où il est battu. En tout cas, c'est la logique. Mais dans tous les cas, n'étant pas, je ne suis pas au CDP, mais je sais quand même quand on regarde, on observe, on n'a pas besoin d'être un devin pour savoir que les deux candidatures ne pèsent pas, en tout cas devant la candidature du président du parti. Maintenant, est-ce qu'il a le soutien du père fondateur? Je crois que lui non plus n'aura d'autre choix que de soutenir la candidature et d'ici il ne veut pas effectivement que le faire éclater, CDP, voilà, le CDP oui. éclate. Oui. Parce qu'il est parti aujourd'hui, peut-être qu'il a piégé tout le monde, il a su jouer, il a pu prendre, il a su jouer en se cantonnant en disant nous allons suivre tout ce que les textes du parti prévoient, tout ce que ce qui est proposé dans le statut. Donc en mettant le père fondateur, chaque fois, c'est pas pour rien dire le père fondateur de notre parti. Il a su aussi jouer en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement vis-à-vis de Blaise Compaoré. Et dans tous les cas aujourd'hui, qu'il veuille ou pas, Blaise Compaoré n'a d'autre choix que de soutenir la Et candidature. peut-être aussi d'Edi. qu'au finish, le Blaise Compaoré, depuis la lagune ébriée, bon, c'est un fin stratège. Il s'est résolu en regardant l'écurie, dans l'écurie du CDP. Peut-être qu'il n'y avait pas meilleur candidat aussi que Edi. Et qu'on est à 8 mois ou 7 mois d'une élection cruciale. Eh bien, s'il n'y a pas dans l'écurie d'autres candidats qui pèsent et que c'est Edi, il est obligé aussi de miser sur ce cheval-là aussi. Voilà autant de scénarios. Justement, par rapport à ce qui se passe au CDP, peut-être qu'il est important de rappeler que les textes n'ont pas changé. Et je me suis fait dire que c'est ce qui était prévu dans les textes du parti depuis de longues années, même au temps de Blaise Compaoré. Seulement, à l'époque, on le savait déjà, il y avait cette situation où le Blaise Compaoré était pratiquement le candidat quasi permanent, naturel du CDP. Donc, ça ne posait pas de problème. Maintenant qu'il n'est plus là, chacun voudrait être candidat à la candidature. Alors, quand j'ai vu les 3 candidatures, finalement, j'ai la même lecture que les autres ici. J'ai l'impression, en tout cas, que les 2 autres candidatures, c'est-à-dire celle de Kwanda et de Yaya Zungrana, viennent simplement légitimer la candidature d'Edi Kombego. Parce que s'il était le seul candidat, on allait dire, bon, voilà, il allait tout seul pour avoir l'affaire. Parce que tout porte à croire qu'il va l'emporter, étant entendu que et c'est un vote qui va se faire. Ça, c'est important de le dire. À l'occasion de ces primaires, il y a un collège électoral qui est déjà connu à l'intérieur du CDP qui va certainement procéder au vote pour savoir qui va être retenu comme candidat officiel de ce parti pour la présidentielle. Maintenant, les autres candidatures me suscitent un certain nombre de questions. Peut-être d'abord pour le cas de Kwanda, c'est vrai qu'au début, il avait créé son camp, son courant Kwanda, il avait dit que c'était la candidature de Bonkungu. Ensuite, il était derrière Jérôme. Il n'a pas réussi à avoir la candidature de Bonkungu, encore moins celle de Jérôme. Finalement, il dit lui-même sera candidat. Donc, pour ne pas laisser mourir son courant et Kwanda. Et deuxièmement, également, on sait que Yaya Zungrana, c'est l'un des soutiens de Kadri Désiré Ouédraogo en tant que candidat à la présidentielle. Bon, on se pose la question, est-ce que finalement il est toujours soutien de Kadri Désiré Ouédraogo ou alors il voudrait lui également être candidat à la candidature du CDP pour faire valoir justement, ou alors c'est une candidature de façade, on va peut-être trouver l'occasion de lui poser la question, mais tout porte à croire en tout cas que ça montre en tout cas une certaine vitalité au niveau du CDP, c'est ce que je constate, puisque on a des élections qui vont se passer, il y a un collège électoral qui va certainement procéder. Maintenant, après ces élections, la grosse question c'est de savoir est-ce que les candidats malheureux vont se rallier derrière le candidat qui va être élu, étant entendu qu'ils sont du même parti, on ne sait pas de quoi il sera question. Oui, on va juste dire un mot sur la Guinée parce qu'on aura le temps de revenir sur le CDP, comme c'est un événement à venir. Xavier, ce dimanche, les Guinéens votent pour les législatives, mais aussi pour un référendum. Un scrutin... Vraiment, on se demande si c'en est un. Si, au regard donc de ce qu'on a suivi ces dernières 72 heures, on a annoncé même un coup d'État qui était plus ou moins avorté. Alors, depuis pratiquement samedi, il y a des manifestations, ça brûle dans plusieurs localités du pays. La mission de la CEDEAO qui devrait plus ou moins superviser un peu les élections, la CEDEAO n'y est pas, la francophonie n'y est pas. On se demande finalement si c'est vraiment une élection qui est en cours au niveau de la Guinée. Le président
a plus ou moins maintenu les choses, malgré même les menaces à l'interne. Voilà, l'opposition a continué à manifester depuis pratiquement ces 3 ou 4 derniers mois. Bon, on ne sait vraiment pas l'issue de cette élection, parce que le référendum, même son principe même, a été décrié par les acteurs depuis longtemps. Quant aux législatives, elles ont été reportées depuis de longue date, mais le nœud du problème, c'est le fichier électoral. On dit qu'il est corrompu, il faut extirper beaucoup de gens. Le président Condé n'a pas voulu entendre oreille. Vraiment, on attend l'issue pour voir. Sinon, de mon point de vue, vraiment, ça, ce n'est pas une élection, dans la mesure où c'est plus ou moins un clan qui va pour conquérir de nouveau le pouvoir. Bourema Ouedraogo, c'est votre avis également? Je suis d'accord avec lui, effectivement, que ce n'est pas un scrutin, d'autant plus qu'il n'y a que les partis au pouvoir et ses satellites qui vont aux législatives. L'opposition n'y va pas. Donc, même si c'était dans une élection, dans une période, dans un contexte de calme, on se retrouverait en Guinée avec une assemblée nationale monocolore, ce qui est contraire effectivement à l'esprit de l'état de droit, de l'esprit démocratique. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est que, en fait, on a comme l'impression que le président Alpha Condé s'est engagé effectivement à replonger les Guinéens dans les années sombres. Parce que les Guinéens doivent se préparer effectivement à des jours, à des moments douloureux. Parce que ce qui va s'arriver, c'est que au-delà d'aujourd'hui, sans présenter des résultats des élections d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Front national de défense de la Constitution, qui regroupe les partis politiques de l'opposition et de la société civile, va effectivement regagner les maisons, les domiciles. Les gens risquent d'être dans la rue pendant longtemps. Et on a commencé effectivement avec les affrontements, ça brûle un peu partout. Et j'ai bien peur effectivement que la Guinée ne replonge dans une période d'incertitude. Et malheureusement, si le président Condé ne fait pas attention, il risque de finir très mal, alors qu'il a été pendant longtemps celui qui était censé incarner la revendication démocratique en Guinée. Oui. Et s'il doit sombrer il doit finir par une fenêtre de dictature ou de tentative de reconversion dictatoriale, ça devrait poser un problème pour l'image qu'il a été toute sa vie. Oui, Dieudonné Zoungrana. Oui, bon, on a un peu chose, un peu la vitrine de choses. D'une part, il y a le RPG, le conglomérat arc-en-ciel qui va coûte que coûte aller aux élections sans l'opposition, sans la société civile, sur fond de mutinerie du camp Alpha Yaya, c'est-à-dire c'est un peu le camp où tous les coups d'État ont toujours été émanés de là. Bon, c'est un camp que je connais, j'y ai été pour interviewer Dadis Camara en 2009. Donc tous les coups d'État pratiquement ont été fomentés à partir de là-bas. Donc, bon, aujourd'hui, Alpha, il a l'armée. Il va forcer pour avoir sa réforme constitutionnelle, ses législatives, mais comme l'a dit Bourema, c'est mal parti pour lui, parce qu'il a en face de lui des ennemis politiques, pour ne pas dire des ennemis tout court, qui ont été des premiers ministres sous d'anciens régimes et qui aujourd'hui qui ont juré qu'Alpha, il n'aura pas ce 3e mandat. Vous avez d'abord Silou Dalen Diallo de l'UFG, Sidia Touré qui a composé avec, vous avez l'autre Lansana Kouyaté. Donc il a en face des dinosaures et des gens aussi qui électoralement pèsent. Parce qu'ici, on ne connaît pas ça, mais on a beau dire en Guinée, le vote ethnique n'est pas une vue de l'esprit. Le vote ethnique n'est pas une vue de l'esprit, mais malheureusement, Alpha Condé, je crois qu'il tient il ne le dit pas, mais tient à son 3e mandat. Mais malheureusement, effectivement, il risque de plonger la Guinée vraiment dans les abîmes vraiment d'une tragédie. Oui, le mot de fin je pense que la situation que traverse la Guinée, ça fait poser un certain nombre de questions sur les attitudes des chefs d'État africains généralement. Et lorsqu'on est opposant, lorsqu'on est aux affaires, ça change complètement. On ne reconnaît plus le professeur Alpha Condé dans cette affaire parce que c'était un opposant historique comme on l'a présenté où il était. Et s'est présenté en tout cas comme étant un grand démocrate. Mais ce que je voudrais dire pour ces élections de ce dimanche, c'est que j'ai l'impression que le plus important c'est le référendum. On fait accompagner justement ces élections locales-là, les législatives qui sont pas la première priorité au niveau d'Alpha Condé. Apparemment, il veut justement passer par le référendum pour avoir ce nouveau mandat. Mais ce que je voudrais dire, quel que soit ce qu'il va faire aujourd'hui, même s'il force ce passage pour avoir ce mandat,
supplémentaires, il risque de ne pas pouvoir bien régner sur la Guinée. Parce que quand on regarde un peu, comme Dieudonné l'a dit, il y a beaucoup de forces politiques en Guinée, des politiciens assez charismatiques, assez lourds sur le plan électoral. Et de l'autre côté également, on a cette armée. Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a la maîtrise de l'armée. Voilà. Il ne peut pas compter absolument sur l'armée. Donc ça risque d'être une crise pré-électorale ensuite, post-électorale après. C'est ce qui est bien dommage. De toutes les façons, à débat de presse, on est toujours là pour échanger sur les développements que peuvent avoir de telles affaires. Voilà, c'est fini pour le débat de presse de ce dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat, une analyse des faits de l'actualité. Donc, était là Dieudonné Zoungrana d'aujourd'hui au Faso, Bourema Ouedraogo du Reporter, Xavier Belemiégré de Radio Burkina et Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Merci à tous les quatre d'être venus pour ce débat. Merci à vous également pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir.